Merci. Merci Marine, merci pour tes mots, merci pour ton énergie, merci Karine, merci Daniel, merci Anne-Claire, merci aux représentantes et représentants associatifs, merci à vous d'avoir bien voulu partager vos combats pour Paris. Merci bien sûr à tous les représentants et représentantes des partis progressistes d'avoir répondu à notre invitation. Et enfin, merci mille fois à vous d'être là, parce que cette campagne, c'est la vôtre. Alors avant toute chose, je voudrais aussi qu'on rende hommage à une grande militante historique des écologistes, engagée pour l'égalité des droits et l'accueil inconditionnel. Claire Grover nous a quittés cette semaine et elle nous manque déjà, mais nous n'oublierons ni sa force, ni son courage, et je vous propose de l'applaudir. Je voudrais qu'elle soit fière de la campagne que nous mènerons pour cette écologie véritablement sociale et populaire qu'elle a tant portée. Et cela ne vous a pas échappé, il fait chaud, trop chaud. Ça nous rappelle que Paris à 50 degrés, ce n'est pas une série Netflix, mais c'est bien notre futur. Alors tout le monde en souffre, mais pour les plus pauvres, ceux qui vivent sous les toits, près du périphérique, dans les passoires thermiques, la situation est et sera invivable. Et plus que jamais, cela nous oblige à agir pour pouvoir continuer à vivre dans cette ville. Oui, il va falloir amplifier ce que nous avons commencé. Il va falloir faire bifurquer la capitale, mais pour ça, il nous faut une chose. Avant toute chose, il va nous falloir gagner Paris, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors pour celles et ceux qui se rappellent peut-être, il y a 6 ans, on était déjà dans cette salle. On a commencé notre campagne dans cette salle. Mais depuis, il s'en est passé des choses. En 6 ans, nous avons traversé la crise de la Covid et le confinement a brisé toute une génération. Nous avons vu basculer la promesse d'un nouveau monde vers celle de la revanche des ultra-riches. En 6 ans, nous avons participé à l'accueil des réfugiés ukrainiens fuyant la guerre aux portes de l'Europe. En 6 ans, nous avons dépassé plusieurs limites planétaires. En 6 ans, notre société s'est fracturée et certains veulent nous faire croire que nous serions tout simplement irréconciliables. En 6 ans, le monde est devenu de plus en plus brutal. On piétine le droit international, comme d'ailleurs aujourd'hui en Iran. On bafoue l'écologie, c'est open bar pour le racisme et l'antisémitisme. On peut raconter tout et son contraire et se faire harceler impunément sur Twitter parce que quand même, les féministes vont trop loin et on ne peut plus rien dire. En 6 ans, Trump est revenu au pouvoir et habitue le monde à faire du chaos une politique comme les autres. En 6 ans, à Paris comme ailleurs, les riches sont de plus en plus riches, immensément riches, et les pauvres, de plus en plus pauvres, tragiquement pauvres. En 6 ans, l'extrême droite est arrivée aux portes du pouvoir. Et comme vous, je crains de voir nos droits, nos valeurs, nos vies s'effriter, s'effondrer, disparaître. Alors maintenant qu'on s'est dit que le monde ne tournait plus rond, la réalité, c'est que ce n'est pas perdu. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Je vais même vous dire au contraire. Car ce que je veux surtout vous dire ce soir, c'est qu'en 6 ans, nous avons montré de la résilience et nous avons montré de la force. Parce que Paris a changé grâce à vous. Paris a changé grâce à nous. Grâce à nous, il y a plus de vélos que d'autos. Grâce à nous, il y a 300 rues aux écoles piétonnisées. Il y a un quart de logements sociaux dans cette ville. L'air qu'on respire, ça a été dit, est de meilleure qualité. Grâce à nous, il y a moins de scooters sur les trottoirs et moins de SUV dans les rues de Paris. Grâce à nous, grâce notamment à Karine Petit, il y a des forêts urbaines comme Place de Catalogne dans le 14e arrondissement. Je pense qu'on peut l'applaudir.
Grâce à nous, des quartiers entiers changent, comme le quartier d'Aligre dans le 12e arrondissement. Et merci au travail remarquable d'Emmanuelle Pierre-Marie, sa mère. Grâce à nous, des projets de bétonisation ont été empêchés, comme par exemple, il y a quelques jours, ce projet de densification dans les locaux historiques de Polytechnique, dans le 5e arrondissement, financé par LVMH. On peut applaudir les militants et militantes du 5e arrondissement qui se sont mobilisés et qui ont réussi à faire tomber ce projet. Grâce à nous, il y a un nouveau plan local d'urbanisme, enfin bioclimatique. Il y a un nouveau parc, comme à Piton-du-Vernois, l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale. Nous avons montré que nous avons en nous la capacité de résister, et même bien plus encore, celle de changer les choses. Alors, depuis quelques années, de CNews à Retailleau, en passant par Dati, les menaces grandissent et s'accumulent sur celles et ceux qui aspirent à un autre monde. On est entré un peu dans une réalité parallèle, où la police peut harceler impunément les jeunes qui défendent le droit au peuple palestinien de vivre en paix, où on devrait avoir honte, où on devrait avoir honte de lutter contre les violences sexistes et sexuelles et de déconstruire notre rapport à la virilité, où on peut être menacé de mort, comme je le suis régulièrement, pour avoir simplement créé des pistes cyclables, où on emprisonne celles et ceux qui veulent accueillir dignement des personnes migrantes, où on devient un écoterroriste dès qu'on se mobilise contre la création de forages pétroliers à Nonville ou pour la préservation des terres agricoles à Gonesse, où on nous fait croire, parce que c'est ce qu'on nous fait croire, que c'est plus grave de jeter de la soupe sur la vitre de protection d'un tableau que de piller les ressources de la planète. Où les médias et le pouvoir trouvent normal que Valérie Pécresse supprime les subventions de la Marche des Fiertés parce qu'une affiche ne lui plaît pas, suivie par la RATP, Air France et Accor Hôtel, mais continue de financer tranquillement Stanislas, un lycée où on fait la promo des thérapies de conversion. Jamais je ne lâcherai le combat face à tous ces réactionnaires et négationnistes du climat qui ne veulent que protéger leurs petits intérêts et leurs grands privilèges. Vous me trouverez toujours sur leur chemin. Vous savez, parmi les nombreux messages d'insultes que je reçois, alors j'en reçois beaucoup, un peu trop, ce qui revient le plus souvent, c'est « vous n'avez pas honte ?» Alors, honte de quoi ? Honte d'agir pour l'écologie, pour la santé, pour les Parisiennes et les Parisiens. Alors, vous le savez, je ne m'en suis jamais caché. Je suis gay, ce n'est pas un scoop que je vous livre. J'ai pu vivre toutefois parce que je suis gay. À quel point, lorsqu'on se sent fragile, discriminé, délaissé, la politique est vitale. Et elle commence par une chose, de l'ordre de l'intime. Il faut s'aimer soi-même. Mieux, il faut être fier de soi. Assez pour marcher la tête haute dans la rue, assez pour apprécier les différences et faire collectif. Troquer la honte et la peur par la fierté, j'ai pu vivre à quel point tout cela est une arme politique puissante, à quel point tout cela peut changer le monde. Mais moi, je vous le dis, je n'ai pas honte, absolument pas. Et même, je suis fier de vous, fier de nous, fier de ce que nous sommes, fier de ce que nous avons fait pour Paris, pour les Parisiens, et de ce que nous allons continuer à faire. Et je nous invite Et oui, soyons fiers, mes camarades. Soyons fiers des combats que nous menons. Soyons fiers que Paris exige la libération des otages israéliens suite aux attentats du 7 octobre, mais soyons fiers aussi de nous mobiliser pour que Paris condamne enfin le génocide en cours à Gaza et que la Tour Eiffel se pare des couleurs du drapeau palestinien pour montrer notre soutien et notre solidarité. Soyons fiers d'être toujours du côté de la paix.
Soyons fiers de nous battre pour l'égalité et la liberté. Paris a toujours été une ville d'accueil, sanctuaire pour toutes les différences. Alors oui, soyons fiers d'être ce Paris aux 1000 visages qui change la vie. Et ici, c'est Paris. Mais c'est ce Paris cosmopolite, créatif, innovant, féministe, antiraciste, inclusif, protecteur des minorités, festif. Bref, soyons fiers d'être de gauche, soyons fiers d'être écologistes. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons faire une ville alliée, une ville qui aide, une ville qui facilite, une ville qui protège, une ville où la peur n'aura plus sa place. Vous savez, cette peur-là de se voir exclure à cause de ses croyances, de son genre, de son revenu ou de sa couleur de peau, ou juste parce qu'on n'est pas un héritier. Celle de ne pas trouver un toit à mettre au-dessus de la tête de ses enfants et d'être contraint de partir ailleurs. Cette peur de marcher dans la rue parce qu'à plus de 65 ans, la voie publique est devenue un parcours du combattant et qu'à tout moment, on peut être percuté par une moto, une voiture ou un vélo. Vous savez, cette ville où prendre le métro parce qu'on est une femme, une personne trans, une personne noire, asiatique, musulmane, juive, se transforme en acte de courage. Cette peur d'être exclu parce qu'il n'y aurait de la place que pour les touristes d'affaires, les stars internationales et les super riches du monde entier. Ce que nous voulons, c'est juste après. Ce que nous voulons, c'est une ville vivante. C'est une ville où chacune, où chacun a sa place, où on accueillera les jeunes, où on pourra être en sécurité, où on pourra être soi-même et en être fier. Ce que nous voulons, c'est qu'à Paris, on puisse se dire que tout le monde a ce droit et les moyens de son avenir et de sa vie. Alors, c'est peu dire que ces élections municipales vont être décisives. Le choix que nous aurons à faire, il est finalement assez simple. D'un côté, on va avoir les tenants de l'ordre établi, ceux qui hurlent « ça cache Paris » sur Twitter, qui défendent le statu quo pour quelques intérêts privés. Par exemple, je l'ai pris au hasard, ceux du Qatar, de l'Azerbaïdjan, de Renault, de Engie, bref, de toutes ces puissances de l'argent avec qui Rachida Dati sait faire affaire. Quelles affaires, hein ? Pas une semaine sans un nouveau scandale, c'est presque un livre Guinness des records. Et quand on lui rappelle, d'ailleurs, Madame Dati insulte les journalistes et les diffame, comme par exemple sur le plateau de C'est à vous. Ce camp et la voleuse. Ce camp... Non mais... Et la menteuse et la voleuse. Parce que ce camp, ce n'est pas juste celui de la droite et des centristes. Ce camp, c'est celui des dictatures étrangères, des multinationales pollueuses et des vendeurs de bijoux de luxe. Ils rêvent de prendre Paris pour la transformer en une ville musée, réservée uniquement aux plus riches. Regardez les cavaliers au Louvre, à l'appel de LVMH, pour nous annoncer la création d'une nouvelle entrée du musée, absolument d'ailleurs inutile, vers où ? La Samaritaine, bien sûr, qui a évidemment besoin de clients et qui appartient, devinez qui est la propriété de LVMH, Bernard Arnault. Coût de l'opération, 800 millions d'euros quand même. On pourrait en faire des choses avec autant d'argent. C'est ça la ville des riches. Et les autres, les pauvres, les chômeurs, les jeunes sans héritage, les banlieusards, out. La droite, elle ne devrait pas s'appeler Changer Paris, mais Voler Paris. Alors oui, la bataille, elle va être rude. Car le duo Macron-Dati, il recule devant rien. Jusqu'à quand même, avec le projet de loi Paris-Lyon-Marseille, vouloir tout simplement changer les règles électorales en cours de route. Remarquez, le plus simple, quand on ne sait pas gagner à la loyale, c'est de tricher. Et tricher pour faire quoi ? Arrêter le logement social. Remettre des voitures sur les berges de Seine, parce que l'écologie, ça suffit. Armer la police municipale, parce qu'il faut au moins ça pour mettre des PV aux cyclistes. Et puis stopper l'encadrement des loyers pour faire plaisir à leurs amis promoteurs.
Emmanuel Macron et Rachida Dati tentent un hold-up sur cette élection. C'est un peu les Thénardier de Paris. Entre eux et nous, il y a bien sûr 2 visions opposées de Paris, mais il y a surtout un monde. Et ce monde, il s'appelle la sincérité, ce monde, il s'appelle l'éthique. Et choisir Dati-Macron, ou Macron-Dati, ce que vous voulez, pour Paris, ce n'est pas simplement faire un choix différent du nôtre. C'est mettre notre ville et ses valeurs en danger, ces valeurs que nous chérissons, l'accueil, l'humanisme, les lumières, les droits de l'humain. Face à ce danger, notre campagne, elle va porter l'espoir. Et c'est ce que je vous propose ce soir, de choisir le bien commun, l'écologie populaire, le partage. Nous allons faire de Paris, oui, une grande ville du partage. Partager les rues, les places, les richesses. Partager la culture, la santé, le bien manger. Partager les fêtes, les lieux, la démocratie, nos rêves. Cette ville du partage, pour mieux vivre ensemble, pour mieux se protéger ensemble, pour mieux s'émanciper, pour être plus fort face aux défis climatiques. Une ville du partage, pour faire de la place aux plus fragiles, pour ne plus laisser, contrairement à ce qui a été fait, des jeunes dans des situations indignes, comme l'ont été les 500 jeunes entassés pendant des semaines à la Gaîté Lyrique, ou pour protéger vraiment, parce que c'est ce que nous allons faire, les livreurs qui bossent comme des chiens pour Uber Eats et consorts, et qui sont aujourd'hui sans droit, ou presque. C'est ça que nous allons faire. Une ville de partage pour permettre à nos aînés, aux personnes en situation de handicap, à nos enfants, de vivre et de bien vivre à Paris. C'est notre projet et c'est ce que nous allons porter pendant cette campagne. Alors, certaines et certains d'entre vous le savent, depuis quelques semaines, je me déplace beaucoup avec une poussette. Alors, déjà, oui, c'est très... C'est beaucoup d'amour et un peu de complications. Dans ma situation, là, c'est compliqué. Mais je l'aime. Déjà, le métro, déjà, c'est très compliqué. À chaque marche, j'ai envie de dire Pécresse démission, un peu comme vous. Ah oui, bien sûr. Mais bon, prends le point, c'est pas beaucoup mieux dans la rue. Alors j'ai fait un petit jeu vendredi. J'ai compté combien de fois, avec Gabriel, que j'aime, nous avons dû aller sur la route pour éviter soit une poubelle, soit une terrasse, soit une voiture mal garée pour aller à la halte garderie. En 20 minutes, nous avons été 4 fois dans la circulation. C'est 4 fois où nous avons été en danger. Si c'est dangereux avec une poussette, c'est dangereux avec un fauteuil roulant. C'est dangereux quand on a du mal à se déplacer parce qu'on est plus âgé, parce qu'on a eu un accident ou une maladie. Alors comment on fait ? La première des choses, c'est qu'on augmente le nombre et la largeur des trottoirs. Mieux, on fait des quartiers complètement piétons. Notre ville du partage, c'est une ville qui sera avant tout piétonne. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va augmenter de 100 hectares supplémentaires la surface dédiée aux trottoirs, aux places, aux cœurs piétonnés, aux rues aux enfants que nous allons continuer à créer dans tous les quartiers de la capitale. Ce sera l'équivalent. Puisqu'on a beaucoup parlé du PSG ces derniers temps, j'ai fait le calcul, ce sera l'équivalent de 140 terrains de foot rendus aux Parisiennes et aux Parisiens pour qu'ils et elles puissent marcher en toute sécurité et qu'on puisse tout simplement profiter de la ville, voire comme par exemple ce week-end, faire juste la fête ensemble. Nous allons faire en 6 ans ce que nous avons fait en 20 ans. Diviser encore par 2 le nombre de voitures dans la capitale. Parce que pour mieux respirer, pour être en sécurité, oui,
ensemble, nous allons terminer de libérer Paris de la voiture. Nous rendrons aux gens des grandes avenues et des boulevards entiers en transformant ces grandes routes qui sont aujourd'hui pleines de voitures en oasis urbains, lieux de promenade rafraîchis par des arbres et des fontaines. Alors imaginez en 2030, 2032, l'avenue de Flandre dans le 19e arrondissement, la rue de Tolbiac dans le 13e arrondissement, ou encore le boulevard de Magenta dans le 10e, qui seront devenus des lieux de vie parfaitement boisés. Et pendant que nous y sommes, la place de la République, elle sera complètement rendue aux piétons. Pour faire respecter tout ça, nous renforcerons la police municipale pour lui permettre de lutter contre les incivilités, avec cette mission première et essentielle de protéger les plus fragiles et s'assurer que chacun, chacune profite de la rue, quel que soit son genre, son âge ou sa couleur de peau. Cela passera par plus de présence sur le terrain, plus de prévention des délits et davantage d'actions contre les incivilités au quotidien. Bien sûr, c'est un grand projet porté depuis des années par les écologistes. Nous achèverons la reconquête de la Seine, rive gauche comme rive droite. Et nous nous inspirerons de ce que nous avons fait rue de Charenton, dans le 12e par exemple. Non, je sais. Dans le 12e, pour faire du boulevard Sébastopol, qui est déjà la première avenue cyclable d'Europe, la plus grande vélorue de Paris. Partager la ville. Partager la ville, ce sera aussi de profiter des 300 hectares que nous rendrons aux jardins, aux arbres, aux forêts et aux animaux, avec un objectif, celui de garantir un droit à l'ombre et à la fraîcheur, pour qu'il y ait de l'ombre, si possible naturelle, et de l'eau dans toutes les rues de la capitale. Et sans surprise, mais c'est bien de le dire, nous dirons définitivement adieu au projet de bétonisation pharaonique façon tour triangle. Et d'ailleurs, dans cet esprit, nous ferons arrêter le projet insensé de densification de Nexity sur la parcelle M. Salem, du nom des anciens abattoirs dans le 19e arrondissement, juste en face de la Villette. Ça a été dit tout à l'heure. La révolution du partage, ce sera aussi quand nous pourrons traverser le périphérique à pied, comme nous le faisons pour n'importe quelle rue. Alors on a déjà commencé sa transformation et nous allons en faire, comme l'ont fait Vienne et Séoul avec leur périphérique, un grand boulevard urbain, plus vert et à proximité duquel il sera possible de vivre, mais surtout de bien vivre. La ville du partage, c'est celle qui mène, Daniel en a parlé, la contre-offensive sur le front du logement. Alors oui, nous avons réalisé une avancée sur le logement social ces dernières années. C'est un progrès considérable et nous pouvons en être fiers, mais c'est encore insuffisant. Nous pouvons faire mieux. Si nous gagnons Paris, nous atteindrons les 40% de logements accessibles dans la capitale avec un investissement massif dans le logement des jeunes. Nous le ferons en utilisant les bâtiments vides et les quelques 5 millions de mètres carrés de bureaux inutilisés à Paris. Oui, nous ferons du logement social sans artificialiser les sols. Et non, nous ne laisserons pas la droite et les réactionnaires au petit pied opposés, de manière d'ailleurs parfaitement mensongère, la création de logements sociaux avec la préservation de la nature, ou pour le dire autrement, opposer l'écologie aux pauvres. Et non, nous ne laisserons pas prospérer ce laboratoire d'égoïsme qu'est le 7e arrondissement de Dati avec ses 3% de logements sociaux. Et
dans cet esprit que dans le même temps, nous reprendrons le pouvoir sur le marché. Parce que depuis 2001, les prix, ils ont explosé à Paris. La moindre cage à lapins mal isolée coûte aujourd'hui 800 € par mois. Et pour une immense majorité, c'est insurmontable. Airbnb, résidences secondaires, co-living qui louent à prix d'or des chambres d'étudiants. Et voilà qu'aujourd'hui, ce sont des dizaines de milliers de logements qui manquent pour les gens qui veulent simplement vivre, étudier ou travailler dans la capitale. Tout cela, c'est le résultat d'années et d'années de financiarisation des logements. Ce marché a été laissé aux mains du privé par des gouvernements laxistes. Mais le logement, ce n'est pas un bien comme un autre, c'est vital. La spéculation outrancière est d'une brutalité sans nom, qui aboutit à ce que nous ayons, d'un côté, 260 000 logements inoccupés, et de l'autre, des milliers de gens qui vivent dans la rue et des dizaines de milliers qui galèrent pour trouver de quoi se loger. Tout ça pourquoi ? Pas pour enrichir des petits propriétaires qui, souvent d'ailleurs, à Paris, se saignent sur 25 ans pour rembourser leur résidence principale. Non. C'est pour augmenter les marges des 3,5% des très gros propriétaires qui possèdent plus de la moitié de la capitale. Ce sont eux que nous voulons et que nous mettrons à contribution. Nous ferons ensemble de la lutte contre la spéculation immobilière une priorité absolue de ce mandat. Plus aucun terrain ni bâtiment de la ville ne sera vendu pour des projets lucratifs. Vous pouvez applaudir. C'est compliqué. Nous défendrons et appliquerons un principe simple, basique, qui peut se résumer en une seule phrase. Super riche égale super taxe. Nous pérenniserons... je vous ai pris ce truc. Nous pérenniserons l'encadrement des loyers que le gouvernement hésite à relancer après 2026. Parce que l'encadrement des loyers, c'est vital pour les Parisiennes et les Parisiens. C'est une économie de près d'un SMIC par an pour les locataires en moyenne. Et nous voulons que cette avancée majeure, obtenue de haute lutte par Cécile Duflot et les écologistes, soit définitive. Merci d'ailleurs à l'ensemble des parlementaires de gauche et écologistes de s'investir sur le sujet au Parlement. Et d'ailleurs, à Paris, nous doublerons les moyens pour que cet encadrement soit contrôlé et bien contrôlé dans la capitale. Nous utiliserons tous les leviers en notre pouvoir pour réguler le marché. D'ici 2032, nous nous fixons comme objectif de remettre 100 000 logements privés à la location. C'est possible, c'est vital et nous le ferons. Et s'il le faut, parce que c'est compliqué, mais s'il le faut, bien oui, nous irons réquisitionner les bâtiments vides en appliquant, pour cause d'extrême urgence sociale, un principe qu'on connaît bien, nous, les écologistes, ça s'appelle la désobéissance. Oui, on va inventer la désobéissance municipale. Faire la ville du partage, tu le dis souvent Anne-Claire, c'est créer de nouveaux droits municipaux, des droits concrets et réels. Fermeture de l'hôpital Bichat, centre de santé de Stalingrad, vente programmée de l'Institut mutualiste Montsouris. Paris n'est pas épargné par l'offensive brutale de la droite et des macronistes contre notre système de soins. À Paris, trouver un médecin, surtout un spécialiste en secteur 1, franchement, c'est pire que Koh-Lanta. On le sait peu, mais Paris est un désert médical. Dans la capitale comme ailleurs, Macron, Dati, Bayrou et consorts, par leur politique, par leur égoïsme, mettent des vies en danger. Et à cette violence, nous opposerons, là encore, le partage, avec l'ouverture d'un centre de soins municipal dans chaque arrondissement. Avec le recrutement de psychologues pour mieux prendre en charge la santé mentale et le renforcement d'un plan pour lutter contre les addictions et le chemsex. Avec, cher Tony,
la défense absolue d'un droit à respirer et à bien respirer. Parce que non, nous ne lâcherons pas sur la mise en place de zones à faible émission socialement justes. Et Paris exigera que la métropole la mette en place envers et contre Dati et les lobbies. Et enfin, nous créerons une mutuelle municipale qui permettra à tout le monde d'accéder à des soins de qualité pour mieux se soigner et mieux être protégé. Alors je voudrais avoir un mot pour les artistes de cette ville. Parce que Paris ne devrait pas être simplement une vitrine culturelle. Elle devrait être aussi un atelier d'artistes. Alors c'est peu dire que ce n'est pas le cas. Les artistes ont été trop oubliés. Et Madame Dati, ministre de la Culture, parce qu'elle est trop occupée à les mépriser. Alors au moment où la censure repointe le bout de son nez, nous avons besoin plus que jamais que Paris continue à jouer son rôle de capitale éclairée, impertinente et rebelle des arts et de la culture. Notre ville du partage, c'est celle qui partage vraiment la culture. Et pour ça, nous renforcerons le service public municipal de la culture. Nous ferons de Paris une ville alliée des artistes, une ville qui leur permet de se retrouver et de construire des projets communs, avec les états généraux permanents des métiers de l'art et de la création, que nous réunirons une fois par an pour travailler et inventer ensemble la culture parisienne. Nous remettrons la culture partout, tout le temps, dans les gares, dans les métros, dans nos rues, sur nos places. Et devinez quoi ? On va remplacer la pub par de l'art. Les cultures musicales, populaires et urbaines sont souvent considérées comme pas assez nobles pour Paris. À elles aussi, nous leur rendrons la capitale en leur ouvrant nos salles. Et d'une manière générale, aujourd'hui, nos lieux de culture sont trop élitistes. Nous devons les ouvrir au forceps, les rendre plus populaires. C'est une question de survie, sinon c'est acté que la culture se fera toujours à la sauce Bolloré. Nous avons toutes et tous vibré devant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Alors imaginons que Paris-Plage fasse de la scène un immense festival de musique à ciel ouvert une fois par an. Ça aurait quand même un peu de gueule. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Nous irons aussi chercher dans le foncier privé des espaces inutilisés que nous mettrons à disposition de façon temporaire pour que les artistes puissent y travailler. Nous accueillerons à Paris les artistes du monde entier qui sont persécutés et opprimés, comme nous le ferons pour les scientifiques, les chercheurs et les intellectuels, car Paris est et restera avec nous la ville refuge dont nous sommes si fiers. Et pour faire émerger des artistes indépendants et de nouvelles créations, nous organiserons une semaine par an, en début d'été, des réquisitions symboliques d'espaces, de lieux, en commençant par l'hôtel de ville, pour les mettre au service de la création engagée, militante, queer et des expressions aujourd'hui invisibilisées. Et enfin, parce que quand même c'est le nerf de la guerre, je vais prendre un engagement devant vous. Je m'engage à augmenter le budget de la culture à Paris. Cette ville du partage, elle s'appuiera sur une richesse immense que nous avons, c'est celle de nos services publics. Alors ils sont abîmés, mis à mal par des années de mépris. Il est loin le temps en 2020 où on applaudissait les premiers de cordée, les éboueurs qui travaillent encore aujourd'hui à nettoyer cette ville de la fête superbe, mais de la fête de ce week-end. Les aides-soignantes, les professeurs, les agents qui tous les jours nous rendent le service public et contribuent à faire lien entre nous. Alors moi je fais le pari que pendant cette élection, comme à chaque fois, on va nous expliquer
qu'il y a trop de fonctionnaires à Paris. Toujours comme ça. Alors, il faut moderniser, ça c'est pour le soft, fermer, raboter, virer tout le monde. Alors moi, je propose, avant qu'on ne tombe dans ces débats populistes, je vous propose une chose assez simple mais importante, vous avez commencé à le faire, c'est d'applaudir toutes celles et tous ceux qui font le service public à Paris parce qu'on en est fiers. Alors, et puis, bien sûr, il y a l'école publique. Il y a l'école publique. Comme pour beaucoup, j'en suis issu. Mes parents, maçons et aides-ménagères, avaient beaucoup misé dans cette école de la République pour que leurs enfants évitent des conditions de travail éreintantes qu'eux vivaient au quotidien. À Paris, faute d'argent et de considération, l'école publique est en crise et subit la concurrence féroce du privé. Il faut changer la donne. Nous pouvons aider les communautés éducatives et les parents qui doutent à faire de Paris la capitale de l'école publique et laïque. Une ville où l'expression mixité sociale ne sera plus un gros mot, mais ce qu'elle a toujours été, une véritable richesse. Paris, avec nous, ce sera une ville alliée d'une école où on éprouve et apprend de l'altérité des différences. L'école doit être un lieu où nous cultivons le lien humain et non l'addiction aux écrans. Nos écoles seront vraiment des sanctuaires sans tablette ni téléphone pour protéger nos enfants et leur apprendre à mieux appréhender la vie numérique. Je n'accepterai pas que des classes continuent de fermer dans la capitale alors même que le nombre d'élèves y est encore supérieur à la moyenne européenne. Comme je n'accepterai pas que nos directeurs et nos directrices d'école soient sanctionnés par le retrait de leur décharge de cours, ce qui leur permet de se consacrer pleinement à leur mission. Évidemment, nous arrêterons de financer les établissements privés qui ne respectent pas nos valeurs en tenant des propos sexistes, LGBT-phobes ou racistes aux enfants. Stanislas ne recevra plus d'argent de Paris, quitte à ce que nous allions dans les tribunaux pour faire entendre notre voix. Et nous couperons toutes les subventions des écoles privées qui mettront à mal la promesse républicaine. Notre soutien, nous le devons d'abord à l'école publique. Et en 2032, toutes les écoles parisiennes seront rénovées et isolées pour qu'il n'y fasse pas trop chaud l'été et pas trop froid l'hiver, pour qu'il n'y ait plus de fuite dans les toilettes, pour que tous les enfants puissent bénéficier de cours Oasis. Nous renforcerons le périscolaire. Karine, nous renforcerons le périscolaire en lançant dès le début du mandat des états généraux du périscolaire et des centres de loisirs, en incluant le collège, pour travailler sur un renforcement de leur contenu et de la revalorisation de celles et ceux qui s'y investissent. On le sait, ces temps-là sont cruciaux pour la réduction des inégalités. Ils permettent à des milliers d'enfants de découvrir et d'expérimenter de nouvelles activités et de nouvelles disciplines. Et nous proposerons, dans toutes les écoles de Paris, pour tous les enfants, un apprentissage en langue vivante, avec le recrutement de professeurs de la ville de Paris dédiés. Parce que ce soit pour les langues ou pour les pratiques artistiques que nous continuerons à défendre, ce sont à chaque fois de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de se réaliser. Alors tout cela, on ne va pas le faire tout seul. D'abord, on va le faire avec les forces citoyennes de cette ville, avec les associations, les collectifs, les habitantes et les habitants. Paris est à eux, Paris est à nous, toutes et tous. Et le partage, ça commence par partager le pouvoir. Nous rénoverons de fond en comble les conseils de quartier en leur donnant plus de pouvoir, justement, et plus de moyens. Nous expérimenterons, cher Sylvain,
le référendum local d'initiative citoyenne pour que les projets du coin de votre rue puissent être débattus et décidés ensemble. Et maire de Paris, je viendrai vous voir tous les ans, dans chaque arrondissement, pour échanger et débattre sur notre action et vos besoins sans filtre. L'avenir de la démocratie n'est pas sur les réseaux sociaux, elle est dans l'échange, la rencontre, le dialogue et le contact humain. Et faire ensemble, ça commence maintenant, en faisant l'union avec les forces progressistes de Paris. Ah, ça vient. Et franchement, Karima, quand je lis ici et là les premières propositions des autres candidatures de gauche, quand on se rencontre pour parler municipal, je vois bien que ce qui nous rassemble est bien plus fort que ce qui nous divise. Alors bien sûr, il y a des divergences, des débats, des façons de faire différentes. D'ailleurs, personne ne le nie. Moi-même, je sais pourquoi je suis écologiste et pourquoi je le resterai. Mais je ne me trompe pas d'ennemi. On ne va quand même pas laisser cette ville à ceux qui ont refusé de faire barrage au Rassemblement national. Alors je le redis, vous avez raison, c'est horrible. Alors je le redis donc ici. Avec vous, je continuerai à travailler au pont entre nos forces politiques, écologistes, citoyennes et de gauche. Je le crois profondément. C'est le rôle et la mission du futur maire de Paris. En 2001, la gauche et les écologistes, avec Bertrand Delanoë, avaient réussi à inventer quelque chose ensemble pour écrire une part de l'histoire de cette ville. Aujourd'hui, les Parisiennes et les Parisiens, ils veulent que nous amplifions notre travail. Ils veulent plus d'écologie, plus de social, mais ils attendent aussi que nous inventions à notre tour de nouvelles façons de faire, une nouvelle façon de gérer. Ils veulent que nous sachions résister, créer, redonner du souffle à Paris. Alors ici, je reprends l'engagement devant vous que c'est exactement ce que nous allons faire. Avec moi, pas d'ambiguïté, je ferai tout pour que Paris soit une grande ville écologiste, progressiste et visionnaire. Mais pour ça, mes camarades, j'ai besoin de vous. Alors je vous donne rendez-vous dès demain sur le terrain. Et n'oubliez pas, en 2026, Paris est à vous.